Bientôt la fin de la date butoir ce vendredi dans le conflit de la pêche post-Brexit entre la France et le Royaume-Uni. La ministre de la Mer Annick Girardin a prévenu Paris ira au contentieux si elle n'obtient pas toutes ses licences. Il en manque toujours près d'une centaine. Lui ne boycottera pas les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Le secrétaire général de l'ONU a fait savoir qu'il assistera à la cérémonie d'ouverture. Une décision à contre-courant. États-Unis, Canada, Australie et Royaume-Uni ont annoncé n'envoyer aucune représentation diplomatique en raison du sort des Ouïghours. Les négociations à Vienne vont-elles sauver l'accord sur le nucléaire iranien? Les discussions ont repris ce jeudi, mais le camp occidental affiche le pessimisme. Les États-Unis, eux, disent avoir lancé des préparatifs en cas d'échec de la diplomatie. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Le bras de fer entre Paris et Londres sur les licences de pêche post-Brexit va-t-il s'enliser? La date butoir fixée par Bruxelles pour régler ce conflit prend fin ce vendredi. La ministre de la Mer, Annick Girardin, a prévenu ce jeudi que la France ira au contentieux si elle n'obtient pas toutes ses licences. David Gilberg. La crise franco-britannique sur la pêche, bien partie pour continuer. La Commission européenne a donné ce vendredi comme date butoir pour un accord sur les licences accordées aux pêcheurs français dans les eaux britanniques. Mais dès jeudi, Londres a annoncé la couleur. Nous n'avons jamais fixé de date butoir. Ils en ont fixé une, mais ce n'est pas celle sur laquelle nous travaillons. Exaspération du côté français. Emmanuel Macron appelle le gouvernement britannique à respecter ses engagements. Le gouvernement actuel, jusqu'à présent, et j'espère que les choses vont changer, qu'on peut se réengager de bonne foi dans un agenda de confiance, mais simplement ne fait pas ce qu'il dit. J'aime la Grande-Bretagne, j'aime son peuple. J'ai terriblement envie d'avoir un gouvernement qui souhaite travailler simplement de bonne foi avec nous. Après avoir déjà obtenu 1004 licences dans les eaux territoriales du Royaume-Uni depuis que le Brexit a remis en cause la libre circulation maritime, Paris attend toujours 104 licences dans ses eaux ainsi que 51 dans celles de Jersey. Les pêcheurs ont été très patients. La ministre française de la Mer, Annick Girardin, a prévenu que son gouvernement demandera un arbitrage au niveau européen et ira au contentieux en cas de non-respect de l'ultimatum. Un contentieux qui pourrait s'ajouter au dossier qu'Emmanuel Macron va devoir gérer pendant la présidence française de l'Union européenne. Elle débute dans 3 semaines. Le chef de l'État en a dévoilé les grands chantiers lors d'une conférence de presse à l'Élysée. Il en sera certainement question ce vendredi lors de la rencontre à Paris avec le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. Le récit de Jeff Wittenberg. Pas toujours facile de rendre l'Europe attrayante. La France qui va la présider s'y essaie donc avec un nouveau logo. Mais aussi, je vous propose de découvrir une nouvelle pièce. Une pièce de 2 € à l'effigie de cette présidence et d'une Europe qu'Emmanuel Macron veut puissante et souveraine. Derrière ces mots, il évoque d'abord les frontières de l'Europe avec la proposition d'une réforme de l'espace Schengen. L'objectif est annoncé sans détour, faire face au choc migratoire. Nous devons absolument retrouver une Europe qui sache protéger ses frontières et retrouve sur la question migratoire une organisation politique qui nous mettent en situation de défendre ces valeurs. Sur le climat, Emmanuel Macron préconise la lutte contre la déforestation importée en clair. Acheter du bois, du cacao ou de l'huile de palme quand cela contribue à détruire des forêts serait proscrit. Autre changement de cap souhaité sur les fameux critères budgétaires de Maastricht. La règle des 3% à ne jamais dépasser a visiblement vécu. Nous ne réussirons pas ces transitions, nous ne les mènerons pas à l'échelle de notre continent si nous en revenons à un cadre budgétaire qui a été créé au début des années 90. Emmanuel Macron propose aussi la création d'un service civique européen, mais la politique et l'élection présidentielle se sont aussi invités dans les questions posées aujourd'hui. Je ne répondrai évidemment pas à votre dernière question ce jour. Emmanuel Macron n'a pas dit s'il serait candidat. En revanche, il a donné son avis sur un certain discours. Tout le monde a compris qu'il pensait à celui d'Éric Zemmour. La controverse, c'est l'esprit français. Mais la haine, c'est la haine de la France. Les premières réactions ce soir critiquent l'exercice présidentiel. On essaye de faire croire qu'en 4 mois, on pourra faire ce qu'on n'a pas fait en 5 ans, et que même si on n'est plus là, eh ben ça sera. Voilà. Donc pour moi, c'est une espèce de tour de passe-passe.
Le président de l'Europe que va devenir Emmanuel Macron va surtout devenir pendant quelques semaines un candidat à sa propre réélection. Il est donc dommage qu'il n'ait pas renoncé à la présidence française de l'Union européenne, qui aurait pu être décalée comme les Allemands l'avaient fait. Aujourd'hui, le décor de la conférence de presse a changé plusieurs fois de couleur. Sur l'Europe, Emmanuel Macron espère imposer la sienne dans les 6 prochains mois. Et on en vient maintenant à ce sommet qui fait polémique sur la démocratie. Une initiative américaine de Joe Biden qui réunit virtuellement pendant 2 jours 110 pays. Problème, ceux qui n'ont pas été invités sont furieux. La Chine, la Russie ou encore la Hongrie sont sur la touche quand le Brésil, l'Irak ou encore le Pakistan ont été conviés. Alors comment ce boycott est-il perçu au pays de Xi Jinping? Précision à Shanghai de Lou Kissiela pour France 24. Dans une tribune commune, la Chine et la Russie dénoncent leur exclusion de ce sommet et critiquent une mentalité de guerre froide. Wang Wenbin parle de manipulation. Selon lui, les États-Unis cherchent avant tout l'hégémonie et, je cite, n'ont aucune autorité morale pour juger si d'autres pays sont démocratiques. Il faut dire que dans la liste des invités à ce sommet, certains noms irritent particulièrement Pékin. D'abord celui d'Audrey Tang, c'est la ministre taïwanaise du numérique. Or, l'île de Taïwan est au cœur des tensions sino-américaines. Autre nom, celui de Nathan Law, une figure du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Il est aujourd'hui en exil à Londres et invité à donner un discours. Ce sommet provoque la colère de Pékin. En réponse, la presse officielle et des diplomates multiplient les attaques contre le gouvernement américain en critiquant notamment les interventions militaires en Irak ou en Syrie ou encore l'assaut du Capitole. L'idée de cette rhétorique, c'est de dire que la société américaine est violente, voire chaotique et que donc elle n'a pas le monopole de la définition de la démocratie. D'ailleurs, Pékin a publié un document intitulé « La Chine, la démocratie qui fonctionne », un texte de 13 000 mots pour vanter les mérites du système politique chinois, de son parti unique, le Parti communiste chinois qui, rappelons-le, est au pouvoir en Chine depuis plus de 7 décennies. Pékin qui peut néanmoins compter sur ses alliés sur la scène internationale, notamment le Nicaragua. Le pays a annoncé il y a quelques heures une rupture diplomatique avec Taïwan. Il a aussi reconnu qu'il n'y avait qu'une seule Chine. Écoutez le ministre des Affaires étrangères nicaraguayen. Le gouvernement de la République du Nicaragua déclare qu'il reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, que la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime qui représente toute la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Le gouvernement de la République du Nicaragua rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan à partir d'aujourd'hui. C'est donc une petite victoire pour la Chine qui fait face par ailleurs aux appels au boycott de plus en plus nombreux de ces Jeux olympiques d'hiver. Ces dernières heures, vous allez voir cette image symbolique de réfugiés hongkongais à Taïwan qui ont manifesté pour condamner ces Jeux. Depuis le début de la semaine, États-Unis, Canada, Australie et Royaume-Uni ont annoncé n'envoyer aucune représentation diplomatique en cause le sort des Ouïghours. Ce jeudi soir, c'est le secrétaire général de l'ONU qui a créé la surprise à contre-courant. Il a fait savoir qu'il assistera, lui, à la cérémonie d'ouverture. La France, de son côté, semble se donner du temps. Marc Pope. Ils suivent les États-Unis. 3 pays, Canada, Royaume-Uni et Australie, comptent boycotter les JO d'hiver à Pékin du 4 au 20 février prochain. Si les athlètes seront bien présents, en revanche, aucun représentant officiel n'assistera aux cérémonies. Réponse, selon les chancelleries occidentales, aux violations des droits humains par le gouvernement chinois, pointé du doigt à plusieurs reprises pour le sort réservé à la minorité ouïghour et la disparition suspecte de la joueuse de tennis Peng Shuai. Nous sommes extrêmement préoccupés par les violations répétées des droits humains par le gouvernement chinois. Pékin dénonce de son côté une politisation du sport et une violation de l'esprit de la charte olympique. Le recours de ces 4 pays à la scène des Jeux olympiques à des fins de manipulation politique est impopulaire. Ils paieront inévitablement le prix de leurs mauvaises actions. D'autres nations comme le Japon se penchent aussi sur la question. Interrogé sur la position de la France, Emmanuel Macron, lui, botte en touche.
On appréciera l'évolution de la situation en lien avec les autres Européens et avec le CIO, mais je pense qu'il ne faut pas politiser ce sujet, surtout quand c'est pour prendre des mesures toutes petites et symboliques. Il faut être clair. Soit on dit on fait un boycott complet, on n'envoie pas d'athlètes, soit on dit on essaie de réengager les choses et d'avoir une action utile. Comme toujours à l'international, je suis plutôt pour faire des choses qui ont un effet utile. Le CIO s'est jusqu'ici abstenu de commenter, évoquant la neutralité politique de l'organisation. Les négociations à Vienne vont-elles sauver l'accord sur le nucléaire iranien? Les choses semblent mal engagées. Les Occidentaux jugent qu'il n'y a pas assez de garanties du côté de Téhéran. Les États-Unis, qui prennent part aux discussions de façon indirecte, disent avoir lancé des préparatifs en cas d'échec de la diplomatie. Le récit de Marc Pope. Derrière les masques, les mines des diplomates sont inquiètes. La reprise des discussions pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien s'annonce compliquée et l'hypothèse d'un compromis semble s'éloigner. It's a very difficult endeavor. There are still different positions that we have to marry. This is the gist of the negotiation, and we will see how we can proceed and how we can advance. Certains observateurs mettent en doute la sincérité de l'Iran qui chercherait à gagner du temps pour approfondir son programme nucléaire. C'est le cas des États-Unis. S'ils ne participent pas directement aux pourparlers, les Américains tentent de mettre la pression sur l'Iran, menaçant Téhéran de nouvelles sanctions financières. Un temps confiant quant à ses capacités à relancer l'accord, Joe Biden prépare aujourd'hui un plan B. Given the ongoing advances in Iran's nuclear program, the president has asked his team to be prepared in the event that diplomacy fails. And we must turn to other options, and that requires preparations. Des options qui pourraient être militaires. Le ministre américain de la Défense s'est d'ailleurs entretenu à ce sujet avec son homologue israélien, envisageant des exercices militaires conjoints pour contrer les ambitions nucléaires iraniennes. The Department of Defense will continue to work closely with all of our partners throughout the region, including Israel first and foremost, to ensure that we're working together to address Iranian threats. We will defend ourselves, we will defend our friends, and we will defend our interests. De son côté, Téhéran a réaffirmé sa volonté de négocier avec sérieux, mais les autorités insistent toujours sur la levée des sanctions internationales pour parvenir à un accord. L'actualité africaine, quel exécutif pour calmer la colère de la rue au Burkina Faso depuis l'annonce mercredi de la démission du Premier ministre Christophe Dabiré. L'exaspération est encore montée d'un cran ce jeudi, selon des sources sécuritaires. Une nouvelle attaque dans le nord du pays a fait 13 morts parmi les volontaires pour la défense de la patrie. Il s'agit de supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste aux côtés de l'armée. Dans la soirée, l'armée burkinabé a affirmé avoir neutralisé une centaine de terroristes dans une opération commune avec le Niger, et cela entre le 25 novembre et le 9 décembre dernier. On en vient à présent à ce drame. Ils rêvaient d'une autre vie. Ils ont perdu la leur dans un accident de la route. Au moins 53 migrants ont péri, entassés dans un camion, tout près de la frontière avec le Guatemala, leur pays de départ. Marc Pope. Le long de la route, les corps des migrants s'entassent. Tous se trouvaient à l'intérieur de ce camion qui a quitté la route. Selon les premiers éléments de l'enquête, le chauffeur aurait pris la fuite après avoir perdu le contrôle du véhicule. La plupart des victimes provenaient du Guatemala voisin. L'accident s'est produit dans l'état du Chiapas, considéré comme la porte d'entrée des migrants en provenance d'Amérique centrale, dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. Le transport en camion est une des méthodes utilisées par les passeurs. Le Mexique est confronté cette année à des arrivées records de migrants. Sur les 10 premiers mois de l'année, le pays a ainsi enregistré plus de 108 000 demandes d'asile. De son côté, l'administration Biden fait preuve d'une grande fermeté à l'égard des migrants. En vertu d'un accord passé avec les autorités mexicaines, tous sont obligés d'attendre au Mexique la réponse à leur demande d'asile aux États-Unis. Et on reste dans la région avec ce jour historique au Chili. La loi sur le mariage pour tous a été promulguée par le président Sebastián Piñera. Moins de 15 jours avant de passer la main après le second tour de la présidentielle. Cette loi accorde aussi le droit à l'adoption aux couples de personnes du même sexe. On va écouter le président conservateur.
Avec la loi sur l'égalité du mariage que nous allons promulguer aujourd'hui, tous les couples qui le souhaitent, quelle que soit leur orientation sexuelle, pourront vivre dans l'amour, se marier et former une famille avec toute la dignité et la protection juridique dont ils ont certainement besoin et qu'ils méritent. Voilà, fin de cette édition. Prochain journal dans 15 minutes. À tout à l'heure.